êtes là, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est parti, nous sommes à la plage et pas n'importe quelle plage, la plage de Mantabo du restaurant Sejo. Nous allons ensemble découvrir le parcours du chef Pardopina Johan. C'est parti, on y va? Venez avec moi. Du coup de giroman. Bonjour chef Pardopina, vous allez bien? Bonjour, très bien. Bienvenue au Sejo. Merci. Dites-nous tout chef, d'où vous vient cette passion pour la cuisine? Alors c'est une passion qui me vient de l'enfance, de mes parents, ma mère surtout, parce que j'ai grandi pratiquement avec ma mère et aussi des parents de la famille, des amis. On cuisine beaucoup et après moi je suis un gourmand, donc moi j'aime bien manger tout court. Et donc depuis petit je suis un gourmand et c'est vrai que ma mère me disait déjà petit je mangeais tout le temps, je pensais qu'à manger. Ah oui, vous avez Donc une c'était relation voilà, déjà une relation avec la déjà très nourriture. particulière avec la nourriture. Donc c'est très vite j'ai commencé à cuisiner tout seul chez moi, très jeune. Ma mère m'a montré un peu et après j'ai commencé à faire des petits plats, des petits trucs. Et il y a eu cette passion-là qui s'est découverte pour la cuisine et bien, j'ai voulu explorer un peu plus loin. Et en troisième, on devait faire un stage, on a un stage d'entreprise à faire. Et j'ai choisi de le faire dans un restaurant pour voir un peu ce que ça allait donner, si ça m'intéressait vraiment. Et au final, je ne suis jamais sorti. D'où vous êtes venu justement cette question de se dire j'ai une passion et je vais en faire mon métier? C'était lors de ce stage? Ouais, c'était lors de ce stage en fait que je suis arrivé. C'était, si je peux dire le nom de l'établissement, c'était à la Villa. Et le chef à l'époque de la Villa, c'était un chef qui avait déjà une grande carrière en France et qui était venu en Guyane ouvrir un restaurant gastronomique français. Et j'ai voulu voir ce que c'était vraiment la gastronomie, parce que je le voyais à la télé, avec les émissions de Cyril Lignac et tout ça. Et je voulais voir ce que c'était dans une cuisine. Et c'est vrai qu'il m'a transmis cette passion. Et il aurait pu me dégoûter du métier, mais au contraire, il m'a transmis cette passion. Et j'avais 3 semaines de stage, je me souviens, et je devais être là que le matin, parce que j'étais mineur encore. Et je voulais vraiment voir comment ça se passait aussi, les services en coupure le soir et tout. Et je lui ai demandé. Il m'a dit, si tes parents sont OK, tu viens quand tu veux. Et je suis venu, et après, j'ai continué. Il m'avait pris en extra aussi, je faisais des extras chez lui après mon stage. Donc c'est de là qu'est venue cette passion pour ce métier. Et après, j'ai jamais arrêté. J'ai poursuivi mes études dans ce sens-là. Je suis parti faire un CAP à Melchior, puis un BEP en métropole. Et de là, c'est parti et j'ai continué. Vous avez eu des expériences professionnelles en métropole, par exemple? Oui, beaucoup. J'ai commencé dans un lycée hôtelier où j'ai fait mon BEP. Je l'ai passé en candidat libre, parce que je devais le faire en 2 ans. C'était un BEP, je vais le faire en 2 ans. J'ai passé en candidat libre pour voir ce que ça donnait, parce qu'à l'époque, quand on passait certaines matières, on n'avait pas à les repasser l'année d'après. Donc, je me suis dit, au pire, j'aurais moins de cours l'année d'après. Au final, je l'ai eu à la première année. Donc j'avais gagné 1 an, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas prévu de l'avoir en fait. Je m'étais dit je le faisais comme ça, histoire de me tester, mais sans plus. Et au final, je me retrouve que je l'avais, donc je suis là, je dis merde, ok, j'ai un an de gagné, je fais quoi? Et il y a un hôtel 4 étoiles dans le 60 où j'avais fait un stage, je les ai appelés, ils m'ont dit de venir. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler vraiment dans des cuisines gastronomiques. Dans cet hôtel-là, c'était ma première vraie expérience dans un restaurant étoilé. Et c'était dur, mais c'était bien. J'y ai passé, je crois, 3 ans. Après, j'ai voulu bouger, parce que j'aimais bien bouger. Moi, une fois que j'avais fait le tour un peu de ce qu'il y avait à apprendre, de ce qu'il y avait à voir, j'aimais pas me répéter trop longtemps. J'aime pas rester à un poste et puis passer toute ma vie là. Donc, au bout de 3 ans, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de monter aussi en niveau, de voir autre chose. Donc, je suis parti à Orléans, dans un restaurant gastronomique aussi, un restaurant étoilé. J'y ai passé quelques années à Orléans, j'ai fait plusieurs petits restaurants aussi aux alentours. J'ai rencontré un chef qui s'appelle Wilson. Je me souviendrai de tout lui, ce qui m'a aussi beaucoup appris. Sur tout ce qui était les sauces, la cuisine, une grande base de la cuisine, c'est la sauce. Et les sauces, on peut faire ce qu'on veut, n'importe quel plat. Si tu as une bonne sauce, ça passe. Et c'est vrai que lui, c'est un professionnel de la sauce et c'est vrai qu'il m'a appris, j'ai passé 1 an avec lui à apprendre à faire des jus de viande, des fumées de poisson, des jus de volaille. On a fait toutes les sauces et c'est lui qui m'a donné cette passion pour les sauces et puis prendre le temps de bien faire les choses. Et après, je suis parti à Montpellier, où j'ai rencontré les frères Pourcel et je suis rentré dans mon premier 3 étoiles Michelin.
où j'y ai fait 8 ans. Donc je suis rentré en tant que chef de partie et j'y ai fini chef exécutif pour eux au Maroc pendant 2 ans, 3 ans. Je suis 3 ans au Maroc avec eux et plein d'autres villes. Je faisais des ouvertures un peu partout pour eux et jusqu'à rentrer en France et voilà quoi. Et quand vous étiez justement dans tous ces restaurants étoilés, ces expériences en métropole, vous êtes venu cette idée de se dire je reviens en Guyane. Vous avez senti aussi ce décalage Il y avec la avait ce gastronomie besoin, ouais. guyanaise? Il y avait ce besoin parce que je rentrais souvent en vacances et c'est vrai que je faisais pas mal de restaurants avec ma mère, j'aimais bien ça. Quand je rentrais en vacances avec ma mère, des amis. Et c'est vrai que j'avais remarqué quelque chose, c'est que je suis parti de la Guyane en 2006. Je revenais en vacances régulièrement et même en 2000, je crois le Covid, à partir du Covid, je crois que c'était 2002, 2021. Et même en revenant à partir du Covid et tout, on va au restaurant, c'était toujours les mêmes restaurants qu'il y avait quand j'étais parti. Ça faisait déjà 15 ans que j'étais parti. C'était les mêmes restaurants, les mêmes cartes, on mangeait exactement la même chose. Je me disais, mais avec tous les restaurants qu'on a en Guyane et tout, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se diversifier, à avoir d'autres établissements qui ouvrent. Et j'avais un ami aussi, chef, Antoine Gélémaro, qui lui était rentré déjà auparavant, 1 an ou 2 ans avant. Il n'arrêtait pas de me dire rentre, il y a plein de choses à faire en Guyane, on va faire des choses ensemble, viens et tout. Et c'est vrai que lui aussi a beaucoup motivé mon choix de rentrer, le fait de se rapprocher aussi de la famille, parce que j'ai que ma mère qui est restée toujours en Guyane, donc moi j'étais vraiment tout seul en métropole. Et donc j'avais aussi ce besoin de me retrouver ma famille, ça faisait 15 ans que j'étais parti, voilà. Donc tout ça a fait qu'avec mon épouse, on a pris la décision de rentrer et d'ouvrir un restaurant. Et on est rentré, ça a été dur la première année, parce que quand on quitte la France, ses habitudes, on avait tout. J'avais un emploi stable, j'avais déjà un restaurant aussi là-bas, j'avais plein de choses que je faisais sur le feu. J'étais consultant aussi pour d'autres établissements pendant l'été. Et donc de quitter tout ça et de rentrer en Guyane, la première année, c'était dur. Quelle était votre ambition pour la cuisine en Guyane quand vous aviez justement cette réflexion de rentrer? Vous saviez que vous vouliez ouvrir votre propre restaurant en Guyane? Je suis rentré, je voulais ouvrir mon propre. Je voulais pas rentrer en Guyane et travailler pour quelqu'un, travailler pour une entreprise ou machin. Je me suis dit, si je rentre en Guyane, c'est pour ouvrir quelque chose, être mon propre patron. Je ne veux pas rentrer en Guyane et travailler pour quelqu'un. Ça, c'était la seule option pour laquelle je voulais rentrer en Guyane. Et quand je suis rentré, l'ouverture du restaurant a pris un peu de temps. Donc j'ai rencontré d'autres chefs, le chef Tevan Gus, Doris Myrta. Et on s'est concerté un jour autour d'un verre et on s'est dit pourquoi pas monter une association ou quelque chose autour de la cuisine. Ce qui fait que c'est les Toques Guyanaises ont démarré comme ça. C'était autour je crois en plus d'une galette à la wara que Doris avait fait. On avait décidé d'en manger une galette ensemble. On ne se connaissait pas en plus, on s'était contacté sur Instagram et on s'est dit venez, on se donne rendez-vous. Et Tevan nous a accueillis dans son restaurant à l'époque et on est venu, on a fait un apéro ensemble et de là est venue l'idée de les Toques Guyanaises quoi. Et on a poursuivi et c'était bien parce que bon, moi le resto n'était pas encore ouvert donc ça m'occupait aussi en même temps et puis ça me faisait prendre contact aussi avec beaucoup de producteurs en direct donc ça nous a permis aussi ça m'a permis de mieux m'installer en Guyane aussi l'association. C'est vrai que ça m'a permis d'avoir plus de contacts au niveau des producteurs, des transformeurs et tout. Et donc c'était un bien pour un mal. Ça a pris du temps pour l'ouverture du resto, mais on a monté l'association. Ça m'a beaucoup aidé sur l'ouverture du restaurant aussi par la suite. Donc c'est comme ça que ça devait se passer, on va dire. Vous avez parlé de producteurs, justement. Vous êtes un chef reconnu pour justement le consommer local. Vous avez reçu un titre. Justement, le maître restaurateur, c'est un titre qui met en avant les chefs qui font du fait maison, surtout, c'est ça. Et avec de la qualité. Alors, parlez-nous un peu de ce titre. C'était une envie de l'avoir, parce que c'est vrai qu'en rentrant, moi j'ai appris comme ça chez les frères Porcel, j'ai fait 8 ans chez eux, et c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup avec que les producteurs autour de leur région. Donc ils sont de Montpellier, donc c'est les producteurs de Montpellier autour de Montpellier. Donc ils ne vont pas importer des choses d'ailleurs et tout, ils travaillent beaucoup avec des producteurs locaux. Et j'ai gardé ce truc-là en rentrant en Guyane. Je me suis dit, voilà, moi je veux une carte, mais je veux avoir du local. C'est dur de faire 100% local, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne fabrique pas encore en Guyane et qu'on ne cultive pas encore en Guyane. Mais j'avais envie de travailler localement au maximum. À 80%, il fallait que ma carte soit locale, que mes produits, ma volaille, que mes canards, tout ce que je peux avoir en Guyane, je le prends en Guyane. Et donc c'était tout naturellement que je me suis rapproché des producteurs, comme l'affaire François et d'autres producteurs, pour pouvoir avoir des produits frais et puis savoir aussi d'où venaient mes produits, parce que ça pareil, je l'ai appris
dans les restaurants étoilés où on va voir les producteurs, on discute avec eux. Avant ça, moi, je n'avais pas eu l'idée d'aller voir un producteur. Tu commandes, ils te ramènent et tout. Mais c'est vrai que d'aller voir le producteur, de voir comment les produits sont traités, comment les citrons poussent, comment la dachine est cultivée, comment on fait pour avoir de belles grosses dachines qui ont du goût, qui ne sont pas piquées par les bestioles, sont utiliser des produits parce qu'ils travaillent en bio. Donc tout ça, c'est intéressant de le savoir avant d'arriver en cuisine et ça donne des idées, hein, ça donne beaucoup d'idées après. Et ça change aussi la qualité. Ça change aussi la qualité du produit. Voilà, on a des produits de meilleure qualité et puis on sait d'où ça vient, on sait comment c'est traité, on sait qu'il n'y a pas de produits chimiques et on y va les yeux fermés. Donc j'ai continué à faire ça même en rentrant en Guyane et ça a porté ses fruits. Hein. Les producteurs ont répondu présent et jusqu'à maintenant, ça va faire 2 ans qu'on est ouvert et on travaille toujours main dans la main avec nos producteurs tous les jours. Parlons maintenant justement de l'ouverture de votre restaurant Sejo. Tout d'abord, pourquoi le nom Sejo? Le nom Sejo, c'est venu bêtement parce que le nom Sejo, c'est les initiales de mon nom de famille et celui de ma femme. Et on a monté l'entreprise ensemble et la société s'appelait Sejo, mais le restaurant à la base, au début, devait s'appeler Pardonipad, tout simplement. Le restaurant Pardonipad. Parce que je voulais mettre mon nom de famille en avant, parce que c'est un nom de famille qui a été... j'ai eu beaucoup de complications avec mon père, ma famille. J'ai pas grandi avec ma famille et mon père. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon nom de famille au début. Et donc c'était une manière pour moi de revendiquer mon nom de famille, de revenir et de remettre mon nom de famille en avant et d'être fier de mon nom de famille. Et au final, à chaque fois qu'on répétait le nom en tête, c'est pas par rapport au nom de famille, mais c'est que ça n'allait pas, en fait, ça ne sonnait pas. Donc on s'est dit, on va garder quand même Pardonipad. On a fait le logo. Donc le logo, c'est toutes les lettres du nom Pardonipad. Et on l'a appelé comme l'entreprise la société s'appelait Sejo, donc on l'a appelé Sejo. Voilà. Et c'est vrai que quand on disait, on va au Sejo, parce qu'on se répétait souvent le mot avec ma femme en disant, ouais, on imagine on est dehors, on dit on va manger au restaurant, on dit on va manger à Pardonipad. Ouais, ça le faisait pas. On trouvait que ça coordonnait pas. Donc on a dit on va faire Sejo. On garde quand même Pardonipad en faisant le logo, mais on mettait Sejo, quoi. Et ça avait plus de sens. Et comment le restaurant a pris forme? Alors, vous avez trouvé le nom, le lieu aussi. Ouais. C'est un lieu stratégique, la plage du Montabo. C'est un lieu stratégique et qui s'est fait complètement par hasard. Parce que ce n'était pas ce lieu-là qu'on devait avoir au début. On devait avoir un autre lieu. Où finalement ça ne s'est pas fait. Et toujours par rapport à l'association, on faisait des événements et on a rencontré la propriétaire de ce lieu à un événement. Et je lui parlais justement de ma difficulté, du fait que j'étais entré en Guyane, de trouver un local convenable pour monter un restaurant, parce que je ne voulais pas prendre le premier local venu, faire un petit truc, je voulais vraiment faire un restaurant à mon image. Et elle m'a dit, j'ai peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Elle m'a donné son numéro, on s'est appelé je crois quelques semaines après, et elle m'a fait visiter le lieu. Et le lieu était fermé depuis quelques années, donc la nature avait repris ses droits. Mais quand elle a levé les volets, on était en salle avec ma femme, elle a levé les volets, on a vu la plage, on a dit non, c'est là. Il faut c'est ici. Coup de cœur direct, on a dit, même s'il y avait des travaux et des trucs à faire, on a dit non, c'est ici, il faut qu'on trouve le moyen d'avoir ce local. On a discuté avec la propriétaire, on s'est mis d'accord. Et après, il a fallu faire les travaux et puis voilà, on s'est lancé. Ça a pris 6 mois, c'était dur et long, parce que c'est compliqué de tout faire dans les temps. Ah oui. Et donc beaucoup de problèmes avec des entrepreneurs, des machins, tout, c'est compliqué, mais on a fini par y arriver. On a ouvert, je crois, 2 mois en retard à la date prévue. On voulait ouvrir en novembre, et on a fini par ouvrir en janvier. Donc on a eu 2 mois de retard, et on a ouvert, en plus on n'avait pas tout le matériel, on avait la cuisine. J'ai ouvert le restaurant, j'avais même pas la cuisine, les fourneaux, le four, la gazinière. C'est une grosse ambition. Mais il fallait qu'on ouvre parce que faut savoir que quand on prend un restaurant fermé, ça coûte plus d'argent que ça en rapporte. Il n'y a pas d'entrée d'argent, donc tous les jours tu mets des frais pour des travaux et tout, mais tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc les sous faisaient que sortir, on avait déjà 2 mois de retard, ça faisait des fonds énormes. Donc on s'est dit non, il faut qu'on ouvre, il faut absolument qu'on ouvre. Donc on a trouvé une solution, on avait des gazinières de maison, on avait des trucs de maison, on a ouvert avec, on a fait quand même 2 mois comme ça, c'était dur, avec une petite plancha et tout. Mais ça a été un peu compliqué, mais on a adapté la carte justement, on a fait une carte réduite pour pas se compliquer, pour pas être trop dans les problèmes, on a augmenté la carte au fur et à mesure, et 2 mois après on a reçu tout le matériel, et là après c'était lancé, quoi. On en parle justement de cette âme qu'un chef doit avoir d'entrepreneur. Vous vous formez pour être chef cuisinier, mais est-ce que vous vous formez à être un bon entrepreneur aussi? Parce que c'est beaucoup de gestion. Ouais, c'est beaucoup de gestion. C'est beaucoup. Mais en fait, quand tu es chef d'entreprise, entrepreneur, tu n'es pas que restaurateur. Hein. Tu es plombier, électricien, tu es carreleur, tu changes les planches, tu montes les meubles, tu es peintre, on fait un peu de tout ça. Mais c'est vrai que cette gestion-là, moi j'ai eu la chance de la voir chez les Pourcel.
puisque quand je suis passé chef exécutif, ben, ma mission, c'est par exemple quand je suis allé au Maroc, ben, c'était d'ouvrir 2 restaurants. Donc j'arrivais, c'était 2 établissements qui étaient complètement vides, en ruine, qu'on a dû remonter. Donc j'ai eu cette expérience-là, voilà, de monter des restaurants qui étaient fermés, de refaire une cuisine, de faire les plans d'une cuisine avec un cuisiniste, de gérer les stocks, de gérer le démarrage, de gérer les équipes, les embauches, les travaux, tout ça. Donc ça faisait partie de mes missions quand je faisais pour les Porcel, dès qu'il y avait une ouverture. Donc comme moi je connaissais un peu le système, le fonctionnement Porcel de A à Z, donc on m'envoyait en tant que représentant et j'ouvrais l'établissement, je mettais les équipes en place et je changeais d'établissement. Vous avez repris cette expérience. Et j'ai repris cette expérience et j'ai refait le même modèle pour mon établissement et voilà, c'est tout. Quelles sont pour vous les 3 qualités qu'il faut pour être un chef? Les 3 qualités, donc la première, c'est la patience. Il faut de la patience, même si je sais que c'est dur, les chefs, on n'est pas rarement patients. Comment dire ça, de l'inspiration. Il faut avoir beaucoup d'inspiration. Il faut savoir se renouveler, savoir aussi se remettre en question énormément. Parce que c'est vrai qu'on dit que les chefs ont souvent la grosse tête. Mais c'est vrai qu'il y a des chefs qui ont la grosse tête, mais c'est énormément de travail, c'est énormément de réflexion. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent avoir la grosse tête. Mais c'est vrai que c'est un métier où il faut aussi avoir beaucoup d'inspiration parce qu'il faut essayer de se renouveler. Parce que les clients s'habituent vite et se lassent vite. Donc il faut pouvoir leur proposer autre chose, leur proposer des nouveautés. Et même pour soi-même, même pour son équipe, c'est ennuyant de travailler la même chose tous les jours. Au bout d'un moment, tu es là, tu fais exactement la même chose tous les matins. Pendant 1 an, tu n'as plus envie de venir au boulot pour le faire, quoi. En plus, vous proposez de la bistronomie guyanaise, voilà, avec des plats qu'on peut connaître. J'avais goûté chez vous le millefeuille de Dachine, par exemple. Très intéressant. Vous vous considérez justement comme un chef qui s'approprie les mets guyanais pour les faire renaître sous la forme gastronomique? Oui, on va dire ça. J'essaye de pas trop toucher à la gastronomie guyanaise parce que je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de débats là-dessus. On essaie de pas trop y toucher, mais j'essaye quand même de la revisiter sur certains plats. Et on a quand même beaucoup de succès là-dessus quand on fait ça. Mais après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on essaye aussi de garder de l'essence. Comme je dis, pour revisiter un plat, il faut le connaître. Tu ne peux pas revisiter un plat en disant je vais revisiter un colombo et tu n'as jamais fait un colombo de ta vie, tu ne sais pas comment le faire. Si tu ne sais pas faire un colombo, tu ne pourras pas revisiter un colombo. Tu vas revisiter quelque chose, mais ça n'aura rien à voir avec un colombo parce que tu n'auras jamais fait colombo de ta vie. Voilà. Donc on essaye quand on revisite un colombo, on essaye qu'à la première bouchée, la personne se dise, même les yeux fermés, même si l'assiette est dressée différemment, tout est séparé, mais à la première bouchée, tu te dis, ah ouais, c'est un colombo. Parce que tu as tous les marqueurs, les goûts qui restent là, tous les éléments qu'il y a dans un colombo sont présents aussi. Donc on essaie de garder tous les marqueurs. Et après, on essaye aussi de créer de nouveaux plats, comme le millefeuille de légumes pays, de Dachine, créer de nouvelles choses, les fleurs de giromont farcies. On essaie de créer de nouvelles choses avec des produits qu'on a de tous les jours, des produits qu'on a dans notre jardin. Parce que moi, ma première cuisine, c'est mon premier fournisseur, c'est ma mère, c'est son jardin. J'ai vu une vidéo justement sur Instagram. C'est son jardin. Avec ses fleurs, et là, encore ce matin, pour la recette qu'on a fait, j'étais la voir, j'étais dans son jardin, j'ai récupéré des fleurs, j'ai lavé des bélambis, j'ai pris un peu de bélambis, je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je prends et je me dis, je verrai après, voilà. Donc je vais dans son jardin, il a toujours plein de trucs, donc je sélectionne et tout. Donc mon premier fournisseur, c'est ça. Et j'ai envie de montrer aux gens que dans leur jardin, ils ont des trésors et des fois, on ne sait pas, on va au marché, on achète des trucs. Et chez nous, on a plein de choses qui sont comestibles, qu'on peut cuisiner facilement à la maison. Donc voilà. Quelles sont vos ambitions pour la suite avec votre restaurant? Est-ce que vous voulez ouvrir un autre restaurant, par exemple? Oui, ce serait le but d'ouvrir un autre établissement. Après, je ne sais pas si je veux rester dans le même concept que le Séjo. Mais faire du Séjo une marque, oui, c'est l'idée. D'essayer de faire que le Séjo soit une marque et ouvrir d'autres établissements mais qui porteraient le nom de Séjo et pas forcément sur de la bistronomie, même sur de la street food, faire un Séjo street food, faire du brunch, faire d'autres choses, mais tout en gardant le nom Séjo pour essayer d'en faire une marque. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est intéressant dans la cuisine, c'est qu'on peut se déplacer de restaurant en restaurant, on goûtera un chef, la main du chef. Et avoir la signature du chef dans les plats et les reconnaître. Voilà, le but c'est ça, c'est de garder cette signature des produits locaux qu'on met en valeur au maximum, mais sur d'autres éléments, sur de la street food surtout. On parle de signature. Vous avez reçu le sésame de la gastronomie antillaise. Est-ce que vous visez d'autres titres? Déjà, ce titre, c'est déjà quelque chose de le recevoir. Oui, c'est quelque chose, c'est bien, parce qu'on n'avait qu'un an d'ouverture, qu'un an d'exploitation, et on a été quand même 4e meilleur bistronomique entre la Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin.
Donc sur 27 restaurants, on est arrivé 4e, on était content. Donc on s'est dit, sur un an, c'est pas mal et on espère faire mieux l'année prochaine. Pourquoi pas être premier et puis être sélectionné dans d'autres concours. Comme on dit toujours avec les TOC, ce serait l'idée de faire aussi le guide Michelin se déplacer dans les DOM, en Guyane. On ne dit pas forcément qu'on aura une étoile Michelin, mais au moins ouvrir les portes pour les générations futures qui vont voir des établissements. Savoir que le guide Michelin arrive en Guyane et même distribuer pas forcément des étoiles, mais des bibes gourmands ou des premières fourchettes pour des établissements qui commencent à grimper, à monter et être reconnus, ce serait déjà pas mal, quoi. Ce serait une grande fierté, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue du coup notre... Ça marche, mais on va passer en cuisine. On va passer en cuisine? Allez. C'est parti. C'est parti. Le lavage des mains, entre les doigts. Bon, vous me dites de croquer dedans, voilà. Du Bellambi. Voilà. Ah oui, quand même. Dites-nous tout. Alors, qu'est-ce que nous allons préparer? Alors là, on va préparer des fleurs de giromont qu'on a cueillies ce matin. Fleurs de giromont qu'on va blanchir, on va les farcir. Et on va faire des fleurs de giromont farcies avec une mousseline de crevettes et poissons. Et à côté de ça, on va faire une crevette ouverte en deux qu'on va griller au barbecue et qu'on va assaisonner avec une petite vinaigrette de Bellambi. Et on va dresser ça sur un caviar de giromont. Bon, ben c'est parti. C'est bon? Alors, donc la première étape, on va blanchir nos fleurs de giromont pour pouvoir les farcir. On va en garder une, on va la faire en beignet celle-là, pour apporter un peu de croustillant. Et les premières, celles-là, on va juste les passer dans de l'eau chaude. Donc on a de l'eau chaude ici, prêt. On va les passer à l'eau chaude et on va les glacer juste derrière. Donc les glacer pour finir la cuisson? Ouais, les glacer pour stopper la cuisson justement. Stopper, d'accord. Ouais. Donc là, dès qu'on a notre eau qui bout, on va y mettre un peu de sel. Dans notre eau. Tac. Donc pour notre farce, on va y mettre un peu de poisson blanc. Voilà. Donc acoupa rouge, acoupa aiguille ou même de la loubine. Tant que c'est du poisson blanc, ça va. On enlève les arêtes. Des gestes précis. Après, on sait, au bout d'un moment, tu sais où sont placées les arêtes. Donc juste passer le couteau et les enlever. Là, il n'y a plus d'arêtes dedans. Parce que j'ai passé le couteau, j'ai enlevé toutes les arêtes. Après, on coupe en petits morceaux. Je vais le couper grossièrement, ça va être mixé. Et comment est née cette recette? Donc, vous avez eu l'idée de prendre des fleurs de giromont et de les farcir? C'est une recette que je faisais déjà à Montpellier. Parce que c'est une recette qui a la fleur de giromont farcie. La fleur de courgette, à la base à Montpellier, c'est la fleur de courgette. C'est une recette des frères Porcel qu'ils ont créée eux. Ils faisaient la fleur de courgette pendant la saison des courgettes, fleur de courgette farcie. Et avec une mousseline de poisson et un jus de légumes. Et en rentrant en Guyane, on n'utilise pas les fleurs de courgette en Guyane. Et même quand les cultivateurs ne gardent jamais les fleurs de courgette, ils font pas attention, on les met les courgettes, on ne les garde pas. Et je voulais absolument faire cette recette et c'est par hasard chez ma mère. J'arrive, elle avait planté des giromons et tout, et puis je vois les giromons, je vois un tas de fleurs et tout. Je dis, mais putain, on aurait pu faire la recette des fleurs de courgette, mais avec les giromons. Et je dis à ma mère, je vais récupérer les fleurs. Au début, elle ne voulait pas parce que les fleurs faisaient le légume, donc elle voulait les légumes à la base. Mais on s'est rendu compte que, comme sur toutes les fleurs, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs femelles ont le légume et les fleurs mâles ne sont là que pour féconder, les fleurs femelles pour qu'on ait le giromon. Donc avec, ce qu'on a fait, c'est que le matin, on se levait et avec une tige, on prenait toutes les fleurs mâles, on prenait le pollen, donc on pollinisait nous-mêmes les fleurs femelles. Et on récupérait toutes les fleurs mâles juste après. Comme ça, moi, je pouvais cuisiner les fleurs mâles et elle avait quand même le légume après. Vous avez trouvé un équilibre, justement, voilà. C'est super intéressant. Comme ça, chacun est gagnant. Voilà, tout le monde est gagnant. La recette, elle est née. Et du coup, vous avez adapté avec des produits. Voilà, j'ai adapté avec des produits d'ici. J'ai adapté la recette avec des produits d'ici. Est-ce que vous avez un plat signature, justement? Un plat signature, ça va être plus, oui, les raviolis de crevettes avec une bisque au maragoudia. Ça, c'est un plat que j'ai mis à la carte et que je ne peux plus enlever. Parce que chaque fois que je l'enlève, je me fais incendier. Ah oui. Donc, il est apprécié par tous vos clients. Donc, je ne l'enlève plus. Je crois que c'est l'un des seuls plats que je n'ai pas changé de la carte depuis l'ouverture. Oh, c'est très simple. Voilà, pose ta crevette. Okay. Toujours travailler
la crevette posée, et là tu la tiens, et voilà, tu coupes comme ça. Hyper Vas-y, aiguisé. puis tu coupes en deux, tu coupes carrément en deux, ouais. Voilà. Là, tu enlèves le boyau. Alors, hop. On a un peu de côté. Est-ce qu'il faut être perfectionniste en cuisine? Il faut. Mais pas trop, parce que j'avais un chef qui disait toujours, l'ennemi du bien, c'est le mieux. On pense toujours qu'on pourra faire mieux en machin, et au final, tout ce qu'on a fait de bien, on arrive à l'abîmer parce qu'on veut toujours faire mieux. Ah ouais. Donc, Il faut faire attention, s'arrêter. voilà, faut savoir s'arrêter au bon moment. Voilà. Je sais pas si je m'y prends bien là. Bon, ça va. Ça va? Et là, voilà, tu coupes en petits cubes, comme si tu faisais une brunoise d'oignon. Brunoise. Brunoise d'oignon, c'est des termes culinaires Oui, pour c'est dire des petits cubes d'oignon, voilà. Alors moi, je cuisine pas trop. Honnêtement. Je m'alimente surtout. Là, c'est chaud, je laisse le chef faire. Je vais les poêler, mais je ne vais pas non plus les cuire complètement. D'accord. Juste qu'ils prennent ce goût un peu de crevette à la poêle, là. Je crois que l'une des choses la plus compliquées en... Après, c'est partout, hein, c'est partout pareil. C'est très compliqué en restauration de trouver du personnel. Et du personnel qualifié et compétent, surtout. Parce que, après, en Guyane, on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas de formation de pâtissier. Ah! Il n'y a pas d'école de formation pâtisserie en Guyane. C'est plus dur de trouver un pâtissier qu'un... Ouais, ben, c'est le poste le plus dur à trouver en Guyane. Trouver un pâtissier, un chef de partie pâtissier, un commis pâtissier, un chef de pâtisserie, c'est très compliqué. Vu qu'on n'a pas encore cette formation, c'est pas facile d'en avoir. Ah là là. Ça va. Voilà, bon, c'est bon. C'est bon, il y en a encore un peu, c'est un peu... Non, c'est bon. Ah, c'est embrassé. Et là, voilà, juste on mélange tout bien. Ok. Et on va passer à farcir nos fleurs. Je crois que j'ai réussi, hein. Hop. Oui, même très bien. Alors pour aller vite, du coup, il faut se prendre à l'avance quand même. Hein. Ouais, mais en fait ça, ouais, quand je le mets à la carte, ouais, ça c'est... Le matin, très tôt, je m'y mets et je commence à faire une vingtaine de portions pour le service. Alors, comme ça, je retourne. Voilà, pour enlever l'eau. Là, on prend la poche dans l'autre main comme ceci. Okay. Tac. Et là, on essaye d'aller le plus bas possible. Et on appuie doucement et on farcit. Attends, parce que là, tu as mis une poche d'air en dessous. Aïe. Tu laisses une poche d'air, on a un espace vide. Appuie un peu. Encore un peu. Voilà, on remonte maintenant. On remonte, appuie encore, appuie encore, appuie encore. Hop. Encore, tu peux y aller. Okay. Voilà, stop. Et voilà. Et voilà. Elle est belle, tu vois. On aurait pu on en a deux parfaites. J'aurais pu faire 10, hein. Je t'appellerai le moment où je les mettrai à la carte pour venir les farcir. Vraiment. Donc voilà. On va les mettre au four, c'est ça. Voilà. Là, on va y mettre un petit filet d'huile. Tac. Donc, pardon. Alors. Donc là, pour préparer la crevette. Donc là, on va la garder avec la carcasse, on va tout garder ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la fendre d'ici et on va partir sur tout le dos et pareil sur la tête. Là, c'est délicat, je vous laisse le faire. C'est très aiguisé en plus de couteau. Donc là, tac. L'enfant qui sommeille en vous, qui se rappelait justement tous les plats qu'il faisait dans la cuisine, il doit être fier aujourd'hui du parcours. Ouais, je pense qu'il est très fier du parcours qu'il a fait, surtout depuis ma première fois que j'ai cuisiné tout seul chez moi et j'avais tout cramé. C'était quoi? C'était du poisson parce que ma mère cuisinait quand j'étais encore, je crois que quand je rentrais au collège. Et ma mère, habituellement, elle cuisinait pour nous. Et ce jour-là, elle était partie faire des courses et elle n'a pas eu le temps de rentrer à temps. Et moi, je rentrais à midi de l'école et elle n'avait pas fait à manger. Ah ouais. Et j'étais là et j'avais faim et tout. Je me suis dit non, il faut que je mange un truc. Et elle avait laissé le barbecue dehors. J'ai pris le barbecue, j'ai allumé le barbecue, j'ai pris un poisson. Il y avait un poisson entier qu'elle avait prévu de faire.
qui était déjà mariné dans le frigo. J'ai pris le poisson, j'ai mis sur le barbecue, mais j'ai mis les femmes trop fort, ça l'a cramé, le truc il était complètement noir. J'ai mangé quand même l'intérieur et ma mère est arrivée longtemps après et me dit mais qu'est-ce que t'as fait et tout. J'ai dit ben j'ai fait à manger, t'es pas là, j'avais faim, je fais à manger. Et elle a regardé le truc, elle était morte de rire, elle m'a dit ben, si t'appelles ça faire à manger et tout, et depuis elle a commencé à me montrer quand elle faisait à manger et j'ai commencé à faire à manger tout seul. C'est de là qu'est parti mon premier plat, qui est parti, c'était pas top, hein. Maintenant je me rappelle. Donc là je vais te laisser tailler ça, donc le plus fin possible, donc là, comme ça, très fin. Ah oui. Pas aussi rapide que vous. Voilà. Ton pouce, pense à toujours garder ton pouce voilà, derrière si tu veux pas le perdre. J'en ai besoin. Et en fait, quand tu le coupes, tu laisses le bout de la lame sur la table. Machin, et tu redescends et tu reviens. Et après tu recommences. Ouais, c'est des allers-retours un peu. Voilà. Ah, c'est un peu épais là. Comme ça. Voilà, et t'appuies, t'appuies complètement. C'était quoi justement votre souvenir le plus marquant de toute votre expérience De toute mon expérience, c'est mon arrivée dans un premier 3 étoiles. Je crois que c'était une expérience qui est traumatisante. Ah bon? Parce qu'un 3 étoiles, c'est un 3 étoiles, c'est plus que militaire. Hein. C'est une cuisine 3 étoiles, dans des 3 étoiles Michelin ou 2 étoiles Michelin. C'est séparé en plusieurs postes. Tu as 4 postes. Tu as le poste de la pâtisserie, tu as le poste du garde-manger, tu as le poste des entrées, du garde-manger, c'est les entrées. Tu as le poste du poisson et le poste de la viande. Dans chaque poste, donc, tu as un chef, donc soit le chef de cuisine. Donc le chef de poste de la viande, tu vas avoir le chef de cuisine. Derrière lui, tu vas avoir un chef de partie. Derrière le chef de partie, tu vas avoir un commis. Et en général, tu as un apprenti après le commis. Donc c'est dans cet ordre-là. Et dans chaque poste, tu as le même nombre de personnes. Donc moi je suis arrivé, j'étais au poisson. Donc, et au poisson, tu as le chef de partie qui lui va s'occuper des sauces, le commis qui va s'occuper des cuissons des poissons. Et l'apprenti, ben, s'il manque des petits trucs, il va ramener, il va être là pour soutenir un peu le tout. Et moi, j'ai commencé en tant que chef de partie, donc j'étais aux sauces. Et c'est vrai que la première année, c'était très dur parce qu'ils m'ont mis une pression énorme. J'étais dans un 3 étoiles. Même le commis de cuisine, même l'apprenti en cuisine, je le trouvais plus fort que moi. J'arrivais, j'avais déjà quand même 8-9 ans d'expérience en cuisine. J'ai déjà seconde cuisine dans un bistrot et tout. Hein. Mais j'arrive là dans un 3 étoiles Michelin. 3 étoiles, c'est... Et l'apprenti, j'arrivais, il taillait les légumes, je voyais en 2 minutes, il avait fini, tout était bien carré, au millimètre près. Et moi, j'arrive là et tout, je me dis, mais moi, jamais je vais faire ça. Et lui, je le trouvais vraiment plus fort que moi, même l'apprenti, quoi. Et donc, pour te dire, le chef du truc, bah, ils m'ont mis la pression, c'est les chefs Fourcel. Ils m'ont mis la pression, mais après je te dirai pourquoi après, mais ils m'ont mis la pression pendant, ça a duré 2 mois, facile, mais tous les jours, c'était une pression. Quand j'ai une pression, je rentrais chez moi, j'en faisais des cauchemars, je me réveillais la nuit, ok, en oui chef, parce que t'es là, mais c'est une grosse pression quand t'es en compétition avec tout le monde, tout le temps, t'es en compétition avec et en même temps c'est bizarre, mais en même temps c'est bien parce que ça te met en compétition et t'as envie de mieux faire que l'autre, et l'autre a envie de mieux faire que toi, donc tout le monde essaye de faire bien. Et t'es là, mais voilà, très compétitif quoi. Ouais, mais la sauce, t'as pas le droit à l'erreur. Il y a trop de beurre, mais boum, tu recommences, et mais on t'engueule. Mais à la fin des 2 mois, le chef il me convoque dans son bureau et tout. Moi je me dis, allez, c'est bon, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, je me fais engueuler matin, midi, soir. Tous les jours j'arrivais, je dis demain, je me fais pas engueuler. J'arrivais, je me fais engueuler. Et il est venu voir dans le bureau, il m'a dit, ouais, ça fait 2 mois, on t'a mis la pression, on voulait voir si t'allais tenir et tout. Et il me dit, je t'explique pourquoi on te met la pression autant dès le début. Parce que tu as un poste important. Je dis, c'était un commis, mais je dis, ça n'aurait pas été pareil. Là, tu as un chef de partie, donc c'est toi qui gères le poste. Derrière moi, je dois te faire confiance, même quand j'ai le dos tourné. Et il faut que je sache que là, ce que tu as vu là, c'est que le début. Derrière, on va faire encore de plus grandes choses, ça va être encore plus dur. Donc si tu n'avais pas réussi à tenir là pendant ces 2 mois avec cette pression-là, je sais que sur le reste de l'année, tu ne m'aurais pas suivi, tu n'aurais pas tenu. Et je ne t'aurais pas gardé pour ça, parce que je sais que tu n'aurais pas fait 2 ou 3 ans avec moi. Et j'ai trouvé ça hyper logique. Tu vois, je trouvais ça hyper sensé. Que si tu arrives à tenir cette pression, à tenir, le reste, après, ce sera de la gnognotte à côté, tu vois. Donc, tu vas tenir. Et vous employez ce fonctionnement-là avec l'équipe? Beaucoup moins. Les gens sont beaucoup plus fragiles maintenant. Au bout de 2 semaines dans le chef. Ouais, au bout de 2 semaines, voilà. Donc, il faut prendre un peu. Mais après, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à l'utiliser sur certains moments, certaines choses, j'utilise. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça logique et très formateur parce que
Parce que ça m'a permis, après, ben, j'ai pris un poste, et au bout de l'année d'après, j'étais seconde cuisine, et après, j'avais un restaurant que je gérais sur la plage, un restaurant à eux, que je gérais tout seul sur la plage, et ça allait très vite. Au bout de 5 ans, j'étais chef exécutif. Donc, chef exécutif, je gérais plusieurs restaurants, je faisais des cartes, je faisais des équipes, je faisais des trucs. Mais ça a été formateur, et c'est vrai que si je n'avais pas tenu ces 2 mois, peut-être que tout ça, j'aurais pas pu le faire tout seul après, parce que si j'avais pas tenu là, j'aurais pas pu le faire après. C'était une pression sur un moment, Voilà. mais comment vous avez tenu justement? Il n'y a pas des moments down, vous voulez abandonner? Ah, il y a des moments où tu... Ah oui. Qu'est-ce qui vous a retenu? Ah oui. Qu'est-ce qui vous a dit non, allez, on continue, on y va? Ben, la famille, ma mère. Bon, le four est prêt, on va les mettre en cuisson. 5 minutes. Donc, ma mère avec qui je parlais au téléphone et qui me disait non, mais il faut que tu tiennes, là, on va baisser un peu le four. Tac. 130. Et ma mère qui me disait non, faut que tu tiennes, t'as pas fait tout ça pour abandonner, t'as toujours voulu être dans un étoilé, maintenant t'y es, faut tenir quoi. Et votre père, ça a été un grand soutien pour vous? Ah oui, un très grand soutien jusqu'à présent. Et c'est vrai que ça a été 2 mois difficiles. Je suis déjà rentré chez moi en larmes, parti du restaurant en larmes. Je tremble, comme tu dis, je me réveillais le soir vraiment en criant oui chef, je me réveillais vraiment le soir en criant oui chef. Le lever, oui chef, tu es là, attends, je suis chez moi, ok, c'est bon. Oui, et le lendemain, tu pars et tout, mais c'était une expérience vraiment quand même dure, parce que j'avais envie de bien faire, donc tous les matins, je me levais en me disant aujourd'hui, je vais bien faire. Mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, ça allait pas, il fallait recommencer, refaire. Mais au final, ça m'a appris une certaine rigueur dans ce que je fais. Quand je prépare un plat, ben, s'il y a un petit détail qui ne va pas, ben, ça va me travailler tellement que je vais pas le lâcher. Il faut que ce détail ça passe, sinon ça va me pourrir le cerveau et ça va plein de petits trucs comme ça. Vous êtes c'est des tocs, on va dire. Des tocs. Et mais pour plein de petits détails comme ça, mais après ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Hein. J'avoue que j'ai dû gérer 2 restaurants au Maroc, j'ai machin. Sans cette expérience-là, je suis pas sûr que j'aurais tenu les 2 ans au Maroc. Ma première année au Maroc aussi, c'était traumatisant parce que première année, j'arrive en tant que chef exécutif. Première année où je suis chef exécutif, j'ai un restaurant pour l'instant à gérer. On ouvre le restaurant, sauf que on arrive au Maroc, la cuisinière qui nous avait mis en place n'était pas conforme. Et on n'avait pas vérifié, donc ils nous ont envoyé une cuisinière. On a le 31 décembre, on fait notre premier 31 décembre dans le restaurant que j'ouvre au Maroc. Donc j'ouvre le restaurant une semaine avant, ça se passe bien. Le soir du 31 décembre, on est complet, on a énormément de monde, parce que le nom des Pourcels est très connu au Maroc, donc énormément de monde. Ils n'ont pas pu venir, donc moi je gérais dans un pays que je ne connais pas, j'arrive, je gère un restaurant tout seul le 31 décembre, et je suis le seul expatrié dans le restaurant. Tout le reste de l'équipe, personne n'a pu venir parce qu'ils avaient d'autres événements, 31 décembre d'un autre restaurant à Montpellier qui s'ouvrait et tout. Donc je suis tout seul. On met tout en place, le service démarre. La cuisinière, les mecs avaient du mal à comprendre parce qu'ils ne parlaient pas tous français, donc il fallait se faire comprendre. À un moment donné, la gazinière qui nous met, elle prend feu. Gazinière comme ça, le feu, il sort des flammes qui sortent du truc et tout. Et tu as toute l'équipe qui se barre de la cuisine. Il y a 120 couverts en salle, tout le monde s'est barré. J'étais tout seul dans la cuisine avec 120 couverts. J'attends pour les entrées, j'ai failli abandonner. Mais là, je suis là, j'ai 120 personnes devant, ils ont déjà payé, tu es là, tu t'abandonnes pas. Tu trouves une solution. Je suis sorti dehors, j'ai pris du sable, j'ai ouvert le fourneau, j'ai foutu du sable dedans, ça a éteint les flammes. J'ai rallumé le feu, j'ai remis tout le monde à l'intérieur, on est reparti. Le four, on démarre, les gens machin. Mais à la fin, le service s'est terminé. Moi, en plus, je pensais que je m'étais raté totalement. En plus, je me suis dit, t'as un premier 31 décembre, me rater dans ma tête, j'étais détruit. J'avais envie de quitter le Maroc et de rentrer. J'avais appelé les chefs, je leur dire le lendemain, non, c'est bon, je rentre. Et c'est une amie qui était venue manger, qui était là-bas, l'architecte qui nous avait aidé à monter le lieu, qui était venu manger et qui m'a dit non, mais c'est super, tout le monde est content. Ils n'ont pas vu Ils n'ont rien remarqué, ils ont super bien mangé, c'est super bien passé, tout le monde a kiffé, alors que moi j'ai passé 3 heures en enfer. Et ils ont kiffé le truc, et moi j'avais passé 3 heures en enfer, et tout le monde avait kiffé, ils me félicitaient, les gens ils m'offraient des verres à boire et tout, machin, ils ont kiffé. Et là je suis rentré, on commence à redescendre et tout. Et là c'est reparti, j'ai fait 3 ans au Maroc après. Mais écoutez, on passe à la dégustation. Allez, je te laisse commencer. J'ai pas été trop difficile, ça va en cuisine? Oui, non, ça va. Pour tes premiers pas en cuisine, ça va. Hein. Bon, c'est super. Moi, je vais commencer par le caviar du coup de Giroumont. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec 100% Giroumont. dans l'eau. Ah, voilà. Incroyable. Ben, on va tester les fleurs. On coupe la fleur. On la coupe. Ouais, tu coupes en 2. Okay. Ça se coupe hyper facilement. Il n'y a aucune résistance de la part de la fleur.
Là, tu as ta petite farce, ta fleur, tes petits morceaux de crevettes à l'intérieur. Incroyable. Pas qui a fait ça, mais c'est pas mal. Franchement, je garde la recette. En revanche, les fleurs, on peut pas les cueillir juste dans notre jardin et faire la recette. Il faut enlever le pollen, ça ou n'importe quelle fleur on peut faire. Non, ouais, ça ou n'importe quelle fleur. Là, je veux, Ok. je veux faire un test avec des fleurs de... comment on appelle ça encore? Fleurs d'hibiscus. Je veux faire un test avec des fleurs d'hibiscus. J'ai pas encore fait parce que j'ai pas encore pu trouver assez de fleurs d'hibiscus pour le faire. Ok. Mais dès que j'en aurai suffisamment, je vais faire un test avec des fleurs d'hibiscus que je pense que je peux... c'est possible de farcir les fleurs d'hibiscus et les cuire. C'est des fleurs comestibles. Et je vais tester avec un de ces 4. Le mélange des deux, C'est excellent. Hein. c'est une pépite. Ah, Vraiment, je laisse goûter les petites fleurs de... Les fleurs Ah, de clitoria. C'est des clitoria clitoria blancs et clitoria violets. J'ai jamais goûté les fleurs. Et En tout cas, pas ces fleurs-là. Ça va dans le goût, hein? Non, ça n'a pas particulièrement de goût. C'est, on va dire, c'est très esthétique. Là, après, la fleur de clitoria violette a légèrement un peu plus de goût. Ça va plus apporter vraiment une légère acidité sur la fleur de clitoria violet. Ok. La fleur de clitoria blanche va être plus neutre. La fleur de la violette, tu vas la reconnaître direct au goût. Si tu as l'habitude d'en manger, tu vas la reconnaître direct au goût. Beaucoup plus acide, oui. Ouais, parce qu'elle va toujours avoir cette légère acidité qu'on va avoir dedans. Et après, c'est la couleur. Hein. C'est que le clitoria violet, les Amérindiens, à la base, s'en servent comme colorant. Donc quand tu l'écrases et tout, ça fait un colorant et tu peux écrire avec. Et il y en a qui font des cocktails avec. Une fois que tu mets un peu de citron dessus, tu vas avoir un cocktail qui va être violet. Tu vas mettre un peu de bleu, tu mets un peu de citron, il va devenir violet. Ça devient violet. Voilà. Ça, je connais justement ce phénomène et je ne savais pas que ça venait de cette fleur. Je t'ai mis la crevette avec la vinaigrette pour goûter. Alors, la vinaigrette Bilambi. Belembi. Voilà. Boulambi. C'est bon. Hein. Donc voilà, je t'en ai laissé un peu pour goûter quand même, parce qu'on est en train de manger devant toi là depuis tout à l'heure. On pense au cadreur. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Vraiment, c'est excellent. Je vous souhaite de réussir du coup dans tout votre parcours, votre restaurant. Merci. Si vous ouvrez un autre restaurant, pensez à nous pour venir vous voir. Ça marche. Avec on y pensera à vous pour l'inauguration. Et pensez à moi pour le montage, le petit smile. Ça marche. Mais si on ouvre un autre restaurant, je mettrai votre dressage. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais vous venez le faire. Hein. Je viens. Merci beaucoup, chef. Merci à vous. Bon, ben, santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.